Eh bien, merci de votre accueil. Je suis très content d'être ici à Rennes parce que je suis originaire de pas très loin d'ici. Enfin, pas très loin, la baie de Morlaix. Et donc, du coup, je vais préciser que je m'appelle Reguer et pas Reguet, comme on dit en Normandie. Voilà. Je suis absolument navré, je ne suis ni normand ni breton, je ne suis qu'angevin. Ouais. Je vous donne l'absolution. Donc, on va essayer de... Alors, je suis sociologue, comme c'est écrit. Je suis professeur de l'université. J'ai oublié de rajouter depuis quelques mois émérite, parce que je suis en retraite. Et petite particularité, avant d'être universitaire en 96, j'ai été 18 ans dans différentes fonctions sur le terrain, au niveau national et dans des collectivités territoriales. Et j'ai fait partie des 510 coordonnateurs gérontologiques de la circulaire du 7 avril 82. Et donc, ça me plaît un petit bien de penser l'avenir. Et du coup, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pensait l'avenir quelques années antérieurement, qui remonte en fait, puisque c'est le 60e anniversaire du rapport Laroque, qui remonte un petit peu, donc je fais une petite parenthèse sur ce rapport Laroque. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avancer? Voilà. Okay. Voilà. Alors déjà, on a une bonne nouvelle. Quand on regarde dans le rétroviseur, eh bien, en 1962, la France s'était jonchée de kilomètres de dortoirs d'hospice. C'est des choses qui n'existent plus. Et je crois que c'est important aujourd'hui d'apporter des bonnes nouvelles dans un environnement qui n'en a pas tous les jours. Et même si... alors, peut-être peut-on préciser aussi qu'à l'époque, eh bien, les personnels soignants dans ces hospices étaient, en fin de compte, très peu nombreux. Il y avait peu de docteurs en médecine et encore moins en médecine gériatrique. Et évidemment, il n'y en a pas plus aujourd'hui, hein, des docteurs en sciences sociales, des docteurs en gérontologie sociale, comme on trouve au Québec. Voilà. Donc, petit clin d'œil sur le rapport Laroque. Pourquoi est-ce que je fais ce clin d'œil sur le rapport Laroque? Parce que jusqu'au rapport Laroque, eh bien, on ne traitait des questions liées au vieillissement que d'un point de vue financier. Et avec le rapport Laroque, eh bien, on a commencé, ça apparaît très clairement, à penser les personnes âgées, non pas en termes uniquement de charges financières pour la société, mais à penser des questions liées au projet de vie, liées au logement, liées à l'aide à domicile, liées aux services sociaux. C'est une véritable révolution. Et même pour un sujet complètement d'actualité, eh bien, on reconnaissait un droit pour on disait que les travailleurs vieillissants eh bien, pouvaient continuer à travailler au-delà de la limite de l'époque qui était donc de 65 ans. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant de regarder aussi, c'est que déjà dans le rapport Laroque, qui a un petit peu initié les foyers logements à la suite de quelques expériences partielles, eh bien, les foyers logements correspondent à un objectif général de maintien dans le milieu de vie habituel. On parle beaucoup de maintien dans le milieu de vie habituel, dans le milieu de vie, etc. Par contre, on parle pas du tout du maintien à domicile. Ce n'est qu'ultérieurement que la notion de domicile apparaît et la notion notamment de maintien à domicile. Et on va voir les glissements sémantiques qui ont construit en fait les maisons de retraite comme des lieux qui pouvaient accueillir une pluralité de personnes, puis les EHPAD comme des établissements, on va mettre un petit peu des guillemets quand même à ça, mais ça correspond à la définition qu'en donnent les géographes, à des lieux ségrégatifs, pas sur le critère de l'âge, mais sur d'autres critères que nous allons voir. Cependant, dans le rapport Laroque, malgré tout, on trouve cette petite phrase un peu fataliste,
qu'il conçoit qu'on puisse retarder le moment où le placement en institution, qui n'est pas remis en cause, on est en 1962 là, pourrait devenir nécessaire. Alors sur quels critères nécessaires, de qui, de quoi? Et nous allons effleurer ces questions-là dans le temps qui nous est imparti. Alors, d'un point de vue méthodologique, il faut d'abord commencer à voir de qui on parle et donc définir ce qu'est la vieillesse. Or, on a une fâcheuse habitude de mélanger définition scientifique et indicateur. Une définition scientifique s'empêche d'être normative, alors qu'un indicateur sert à indiquer et est forcément normatif. Et donc, on va chercher une définition scientifique qui va nous permettre de réfléchir, ce qui ne nous empêchera pas d'appliquer, de mettre en œuvre des réflexions sur des indicateurs, mais en sachant, en connaissant la faiblesse de ces indicateurs. Alors je mets toujours la définition de l'OMS, qui est très intéressante, et j'ajoute pour des vétérinaires, parce qu'il n'est pas question tellement de dimension humaine dans cette définition. Puis je mets quelques indicateurs, l'âge, l'état de santé, le statut matrimonial, la génération, là, le fait d'être grands-parents, c'est que du bonheur pour les gens qui le vivent, ou arrière-grands-parents, c'est que du bonheur également, situation professionnelle de retraités, tout ça sont des indicateurs. Là, il n'y en a que 5, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus, parce que ne raisonner que sur la question de l'âge, en fait, c'est avoir un raisonnement essentialiste sur un seul critère, comme si une personne de 65 ans, j'en fais encore partie pendant quelques jours, eh bien, n'était définie que par le fait d'avoir 65 ans. Mais quand on a un âge donné, eh bien, on est toujours un homme ou une femme, on est toujours dans une catégorie socio-professionnelle, on est toujours propriétaire ou locataire, habitant sur un territoire, en Bretagne ou en Normandie, etc. Voilà. Et donc, il faut se prémunir de ces indicateurs qui sont toujours restrictifs. Et aujourd'hui, on voit toute la complexité du débat sur l'âge de la retraite, parce que, une fois de plus, on se réduit à uniquement un indicateur. Et le débat risque de durer longtemps, à moins de passer en force, sur cette question de l'âge de la retraite. Débat qui avait lieu également déjà au moment des retraites ouvrières, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le 5 avril 1910, où les députés ouvriers, entre guillemets, liés au mouvement ouvrier, disaient que c'est une retraite pour les morts. 65 ans, aujourd'hui on n'est pas mort. On va peut-être effleurer ce sujet-là aussi dans le moment de débat. Alors la définition que nous donnons de la vieillesse, qui est celle d'Anne-Marie Guimard, c'est la vieillesse constitue la dernière grande étape du cycle de vie. Cette définition est majeure. Elle est majeure, pourquoi? Même si à chaque fois on se dit « oui, mais en fin de compte, c'est quel âge ?» Justement, à un moment donné, on va peut-être avoir besoin de la notion d'âge, mais peut-être qu'un autre indicateur sera plus pertinent en fonction de l'objet étudié sur le vieillissement. Donc on va abandonner l'âge, on va chercher d'autres indicateurs. Mais cette définition est bigrement intéressante, d'abord parce qu'elle considère la vieillesse comme une étape. On n'est pas vieux, on ne sera pas vieux demain comme on est vieux aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on dit la personne âgée. Quelquefois même, on entend encore dans des colloques, on parle de la personne âgée, avec un Z si possible, et pour uniformiser un petit peu cette population, alors qu'aujourd'hui, et ça va peut-être changer le travail des directeurs d'EHPAD, des directeurs de services ou directrices de services à domicile, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à deux générations. Avant, eh bien, il n'y avait que les personnes dépendantes qui fréquentaient, alors personnes dépendantes plus ou moins, on va revenir sur le sujet, qui fréquentaient les établissements et les services. Aujourd'hui, leurs enfants sont aussi retraités, ou au moins ont cessé leur activité professionnelle et sont des interlocuteurs parfois privilégiés pour les responsables de services et d'établissements. Bref, la vieillesse est une étape. C'est un moment dynamique d'un cycle de vie. Et comme c'est les résultats d'un cycle de vie,
dans l'hypothèse que l'on sait fausse, mais où on naîtrait tous égaux à la naissance, eh bien tout au long du cycle de vie, les différences s'accroissent et certaines différences sont construites peu à peu en inégalité. Et donc, la vieillesse est particulièrement intéressante à étudier parce que, je suis allé un tout petit peu trop vite, la vieillesse est particulièrement intéressante à étudier tout simplement parce que, au moment de la vieillesse, eh bien, tout un tas d'inégalités qui reflètent la société se sont construites, et si on veut étudier la société, c'est vraiment une belle porte d'entrée que d'étudier la vieillesse, parce qu'on a des différences et des inégalités qui sont accrues. Bref, la vieillesse, pour paraphraser Pierre Bourdieu concernant la jeunesse, la vieillesse n'existe pas. D'abord, j'aime mieux parler de vieillissement, de processus de vieillissement, parce qu'on n'est pas vieux au même âge à toutes les périodes. Voilà, on est dans un moment dynamique du cycle de vie, et puis on est tous différents. Il y a autant de manières de vieillir qu'il y a de personnes. Or, s'il y a bien un groupe d'âge sur lequel on a tendance à uniformiser, eh bien, c'est celui de la vieillesse. Alors, pour parler des politiques publiques, j'ai dit que le rapport Larocque ne parlait pas de maintien à domicile. Ce n'est qu'en fait qu'au 6e plan qu'on a commencé à parler de maintien à domicile, parce que c'est plus facile d'évaluer le résultat des politiques publiques. Et cette politique de maintien à domicile, eh bien, c'est en fait une norme spatiale. Alors on peut la partager, parce que dans nos sociétés, c'est assez largement partagé en termes de pratique. Mais il y a d'autres populations qui ne pratiquent absolument pas le maintien à domicile et qui pourtant sont des populations qui se considèrent complètement incluses. J'ai bifurqué dans certains de mes thèmes de recherche sur le vieillissement dans les pays du Sud, ce qui est assez sympa pour les voyages, et je me suis aperçu, c'est très facile à voir, que dans un certain nombre de pays, de communautés, eh bien, on ne pratique absolument pas le maintien à domicile, mais le maintien en famille. Le maintien en famille qui consiste à, je pense, une personne près de qui j'ai eu un entretien, qui venait du Cameroun, qui habitait dans un quartier du Havre, quartier d'immeubles de 20 000 habitants. Et je lui dis, mais ça doit vous changer, vos habitudes, etc. Oh non, je suis très bien, je suis chez mon fils. Oui, mais avant, vous aviez des amis peut-être à Yaoundé Oh bah non, vous savez, je connaissais personne à Yaoundé. Ah oui, mais vous habitiez à Yaoundé? Oui, j'étais chez ma fille, elle était très très gentille, etc. Bon. Oui, mais encore avant, oh bah j'étais chez un autre chez ma belle-fille, elle est très gentille aussi à Yaoundé, dans un autre quartier. Oui, mais encore avant, vous savez, j'étais jamais venu à Yaoundé, moi. J'étais dans un village à 400 km, elle m'avait raconté qu'il avait fallu 2 jours de transport en voiture, j'imagine, mais pas très confortable, pour quitter son village définitivement et vivre 6 mois chez les uns, chez les autres, pas du tout parce qu'elle était rejetée par les enfants. C'était les enfants qui se battaient, entre guillemets, pour pouvoir avoir le bénéfice de s'occuper de la vieille maman âgée. Elle n'avait jamais fréquenté Yaoundé, évidemment, elle n'avait jamais fréquenté la France, évidemment, elle n'avait jamais fréquenté Sarcelles, où elle s'apprêtait à aller chez un autre de ses enfants. Donc la notion de maintien à domicile, c'est quelque chose qui est normatif, qui est très culturel. Et puis j'ai été interpellé récemment, ça m'a beaucoup plu, pour aller travailler sur le vieillissement précoce de personnes de 45 ans, mais qui en font 80, même plus vu leur état de santé, que sont les SDF, et effectivement parler de maintien à domicile pour des sans domicile fixe, ou des gens qui vivent sur leur bateau en étant parfois très riches, et je pense un monsieur qui est dialysé et qui a fait le tour du monde en solitaire sur son bateau. Il pouvait le faire parce qu'il avait des ressources culturelles que tout le monde n'a pas, parce qu'il était par ailleurs médecin, mais lui ne faisait pas du maintien à domicile, sauf à définir le bateau comme un domicile. Bref, c'est une norme. Alors, pourquoi pas avoir des normes quand c'est celle de 90-95% de la population, surtout quand on est en plus dans un pays, comme dans beaucoup d'autres pays, vous pourrez regarder dans votre poche,
vous avez une carte d'identité, et l'identité, elle est définie aussi par le lieu où l'on habite. Alors, je ne parle pas de domicile, mais il y a une adresse. Voilà. Et donc, cette adresse crée l'identité, des identités parfois successives, parfois désirées, quelquefois pas toujours désirées, quelquefois que l'on cherche, auquel on veut échapper. Et je pense toujours à cette dame qui vient me voir dans mon bureau quand j'étais directeur d'un CCAS et qui me dit je voudrais aller déménager ou aller, pourquoi pas, dans un EHPAD. Son mari venait de décéder. Et je lui dis pourquoi pas rester chez vous. Enfin, je me fais toujours l'avocat du diable pour être sûr de ce que pense la personne. Et puis elle me dit, pas tout à fait en pleurant, mais vous savez, monsieur, mon mari me battait. Et le domicile, chez moi, c'est que des mauvais souvenirs. Le domicile, c'est aussi ça. Et il y a un excellent bouquin qui a été fait par Elsa Ramos, qui n'est pas du tout dans le domaine gérontologique, mais qui a une valeur importante, et qui montre que le domicile de référence, ce n'est pas forcément le domicile où on habite tout de suite, et de moins en moins. Moi, je suis dans une tradition familiale bretonne, où on habitait le logement. D'ailleurs, on n'accueillait pas les gens, nos parents âgés, nos générations précédentes n'accueillaient pas leurs parents âgés, mais on restait vivre chez les parents âgés, poursuivre l'exploitation agricole, et c'était un sacrilège que de vendre ou de céder l'exploitation agricole qui était héritée depuis plusieurs générations. Donc le domicile, c'est quelque chose de très ambigu et qui peut aussi s'imposer aux jeunes agriculteurs qui dit moi je suis devenu majeur à 50 ans quand mon père est décédé parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait sur l'exploitation agricole à laquelle était attaché le domicile. Bref, peu à peu, on n'y arrivait pas à faire du maintien à domicile. Parce que la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, c'est quand même la disparition des hospices. Mais au moment du 7e plan, on n'avait pas fait disparaître encore, c'était dans la fin des années 70, et il y avait encore beaucoup d'hospices, on n'y arrivait pas. Alors quand on n'arrive pas à faire quelque chose en termes d'objectifs de politique publique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tord un petit peu l'objectif, on le détourne. Et puis, c'est comme ça qu'on est passé à un objectif de maintien à domicile le plus longtemps possible. Moi, je suis rentré en vie gérontologique à peu près à ce moment-là, et nous étions quelques-uns. Je me rappelle une discussion que j'avais avec Bernard Ennuyé à interroger cet objectif-là. On parlait de soutien plutôt que de maintien, un peu carcéral, à domicile. Et on cherchait autre chose, ça ne nous convenait pas. Et puis, au fur et à mesure de la réflexion, j'ai cheminé dans un article, dans un ouvrage de Monique Legrand, qui est décédée depuis en 2006, qui s'appelle « La retraite, une révolution silencieuse ». Et j'ai un peu formalisé ça en disant, dans le fond, la politique de maintien à domicile était une norme spatiale, adoptée de fait par 95% de la population. Et la politique de maintien à domicile limitée au plus longtemps possible, eh bien, c'est une norme de parcours de vie qui limite le maintien à domicile, qui est une injonction à ne plus avoir de domicile une fois qu'on a dépassé une certaine limite. Et donc, on a applaudi cet objectif de maintien à domicile le plus longtemps possible, en disant que c'est mieux que le maintien à domicile, comme Coluche qui disait qu'il allait laver plus blanc que blanc. C'était à peu près la même période. Et alors qu'en fait, le maintien à domicile le plus longtemps possible, c'est pas plus et mieux que le maintien à domicile, c'est exactement le contraire. Parce que dans le maintien à domicile, on sous-entend jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais dans le maintien à domicile le plus longtemps possible, on sous-entend que passé une certaine limite, on n'a plus le droit à disposer d'un domicile. Qui n'a plus le droit à disposer d'un domicile? Pas les plus dépendants, forcément. Évidemment, il y a l'indicateur de maladie. Évidemment, il y a l'indicateur de handicap. Quelquefois, 3 marches pour rentrer chez soi se transforme en handicap. Comme si, moi, si je n'avais pas mes lunettes, je serais une personne handicapée, comme beaucoup d'entre nous. Et
Quelquefois, eh bien, c'est d'autres indicateurs. Simplement, on n'est pas malade, on n'est pas dépendant, on n'est pas handicapé, mais on est simplement dépendant, on n'a plus de force, il faut quelqu'un. Et puis, quelquefois, c'est très, 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 très social. C'est tout simplement l'absence de cohabitants. Et donc, qui n'a plus de cohabitants? Eh bien, c'est plutôt évidemment les femmes qui ont une espérance de vie plus forte, qui sont généralement plus jeunes que leurs conjoints, et donc maintien à domicile le plus longtemps possible. Eh bien, c'est l'organisation, c'est une société qui s'organise pour que les personnes devenues les plus malades, les plus handicapées, les plus dépendantes, les plus seules, des femmes en général, n'aient plus le droit à disposer d'un domicile et se trouvent ailleurs, qu'on appelle placement, qu'on appelle institution, qu'on appelle établissement. Et aujourd'hui, en plus, on a un établissement pour personnes autonomes, résidence autonomie, et un autre établissement pour les personnes dépendantes, qui tournent le dos à la période dans laquelle on avait un seul établissement, enfin il y avait aussi des foyers logements, mais un seul établissement, maison de retraite, dans lesquelles eh bien, il y avait des sections de cure médicale, circulaire du 7 avril 82, qui ne devaient pas dépasser la capacité d'hébergement de 30%. Aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'on dépasse largement les 30% de population ayant une dépendance dans les EHPAD. Parfois, j'ai vu un EHPAD qui avait 90% de personnes en GIR 1 et 2, peut-être un petit peu 3, mais en très grande difficulté. Et c'est la raison, c'est pour ça que moi je dis qu'on est passé d'une situation, et les fautifs ne sont pas les directeurs d'EHPAD, il y a personne, c'est la faute à personne, c'est la faute à tout le monde, hein, qu'on est passé d'une situation où il y avait une réponse relativement plurielle qui accompagne le processus de vieillissement à une réponse où il n'y a quasiment, pour certains établissements, quasiment que des personnes dépendantes. On va voir ça ici. On regarde l'évolution du dispositif gérontologique. Donc en noir, on a les unités de soins de longue durée qui ont quasiment disparu. Et je viens du Havre et les derniers lits, comme on dit, comme si une personne était forcément à l'horizontale, en USLD, risquent de fermer très prochainement. On voit que les foyers logements, bizarrement, je dis bizarrement, en fait, ça s'explique bien, eh bien, leur nombre, leur capacité d'hébergement a chuté drastiquement. Et donc, quand on regarde ce schéma-là, avec les maisons de retraite et EHPAD qui croissent en capacité d'hébergement, on applaudit des cas de fer à première vue, comme ça, en se disant, ben voilà, il y avait des établissements spécialisés pour les très dépendants, pour les moyennement dépendants, pour les... Bon, et on arrive aux EHPAD qui vont accueillir un petit peu tout le monde et accueillir la progression des personnes dans le vieillissement. En fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, puisque dans la réalité, en fait, que sont devenues les personnes qui aujourd'hui seraient en USLD? Eh bien, elles ne sont plus en USLD. Alors peut-être que des pratiques sociales dites d'euthanasie ont fait que ces personnes, pour abréger les souffrances, ne sont plus là, mais c'est aussi des personnes qui, avec beaucoup moins de moyens que les USLD, sont présentes dans les EHPAD. Alors, j'aime bien cette citation de la circulaire du 7 avril 82, qui est dans la logique du rapport Larocque aussi. Les foyers logements doivent accueillir des personnes dépendantes conformément au décret du 4 août 1980. J'aime bien cette citation parce que tout le monde sait bien qu'entre 1982 et 1980, il s'est passé un événement politique majeur, et c'est intéressant qu'il y ait un consensus sur l'idée que les foyers logements doivent garder les personnes dépendantes. Et Dominique Libault est allé encore beaucoup plus loin en disant, eh bien, une résidence autonomie a pour vocation ou doit pouvoir garder des personnes qui sont 10% en GIR 1, 15% en GIR 2, vous voyez qu'on approche les 30% de section de cure médicale dans les foyers logements, sauf que dans les résidences autonomie, sauf que les sections de cure médicale avaient un budget, alors que les résidences autonomie n'ont pas aujourd'hui de section de cure médicale. Mais
Ce n'est pas parce que le ministère, le service communication du ministère, dit par ailleurs, contrairement au rapport Libault, les foyers logements n'ont pas vocation à accueillir des personnes dépendantes parce qu'elles n'ont pas de service, les foyers logements ou les résidences autonomie bénéficient de l'intégralité du dispositif de service à domicile. Et ceux qui gèrent des services à domicile savent bien qu'ils interviennent dans les résidences autonomie où effectivement on a vocation à garder les personnes qui sont en difficulté. Et franchement, moi j'ai vu des tas de situations comme ça. Lorsqu'une personne se met à perdre la tête à 98 ans, qu'elle va taper sur les portes la nuit, eh bien, elle ne va pas taper sur les portes, sauf si c'est jeune qu'elle ment, pendant 30 ans. Et voilà, foutons-lui la paix. Et encore récemment, je discutais avec une directrice de foyer logement, et une personne était partie. Et pourquoi elle est partie? Elle tapait sur les portes la nuit. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la maison de retraite à 300 mètres? Est-ce que vous êtes allé la voir? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, alors je simplifie un petit peu, je caricature. On lui a mis un somnifère le soir, un réveil matin le matin, et même si on est contre les solutions médicamenteuses, ce qui est mon cas, eh bien si c'est pour faire ça, on pouvait le faire dans la résidence autonomie. Alors évidemment, tout ça nécessite des mises en œuvre et c'est compliqué. Et je tourne la tête parce qu'il y a un clown qui est en train de me regarder là. Je suis à deux doigts d'aller mettre sur vos genoux pour que vous me voyez bien, mais il faut conclure et passer la parole au professeur Adam, si vous voulez bien. Donc, contre cette norme unique de parcours de vie, j'accélère beaucoup, eh bien en fait, il y a des gens qui ont des réponses différentes. Les uns disent, moi je veux rester chez moi le plus longtemps possible, et puis j'irai après en EHPAD. Il faut avoir le courage de dire aux gens qui ont cette stratégie qu'arriver en EHPAD, ils vont être dans un établissement où les gens seront rentrés dans la situation qu'ils ont aujourd'hui. Ils ne vont pas rentrer dans une maison de jeunes. Et donc, il y a des gens qui ont d'autres stratégies. Et une autre stratégie pour aller à l'extrême, c'est moi, je veux rentrer pas trop tard quand je peux encore m'adapter. J'accélère parce que je sais qu'il faut que je laisse du temps à tout le monde. Et donc, j'ai fait une enquête. Je posais 4 questions. On ne trouvera aucun sociologue qui poseront comme question, évidemment, sociologue ou pas d'ailleurs, préférez-vous être riche en bonne santé à domicile ou pauvre, malade et en institution? Voilà. La bonne question, c'est est-ce que lorsque vous serez dépendant, vous envisagez d'aller à la résidence des Pâquerettes, à la résidence des Aubépins, à la résidence des Fleurs, à la résidence etc. À nous, ensuite, analystes, interprètes, de dire la résidence des Pâquerettes, c'est l'hôpital, EHPAD, la résidence machin, c'est foyer logement. À nous d'interpréter ensuite ça. Mais quand on pose déjà une autre question, qui est le plus tard possible, ou ne sais pas, ou je ne veux jamais rentrer dans un établissement, ou pas trop tard quand on peut s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est de faire un tout petit peu de qualitatif à partir du quantitatif, même si ça pose problème. Une enquête qui fait 1256 questionnaires, donc bien représentatif, enfin on n'a pas de problème statistique, et on s'aperçoit que les gens qui disent pas trop tard, quand je peux encore m'adapter, eh bien ce sont des gens qui ont une CSP au-dessus de l'ensemble de l'échantillon. Ce sont des gens qui ont des revenus au-dessus de l'ensemble de l'échantillon, qui ont une activité culturelle, qui sont plutôt plus diplômés, qui sont moins souvent propriétaires et qui sont moins nombreux à ne pas avoir d'adhésion, certes d'adhésion associative, qui ont une vie sociale, associative et familiale plus importante que l'ensemble de l'échantillon. Et on va accélérer beaucoup parce qu'on met ça en perspective, donc en disant, en fin de compte, que les gens qui veulent rentrer, qui envisagent de rentrer pas trop tard quand on peut encore s'adapter, ce sont des gens qui ont un petit peu de capital, je préfère le terme de ressources culturelles, de ressources sociales, des relations, de ressources familiales, etc., et un petit peu de ressources financières. Alors peu importe, une fois qu'on a dit ça,
qui ne représentent que 22%, un quart de l'échantillon, alors que l'ensemble des gens qui répondent jamais et le plus tard possible, c'est 50% de l'échantillon. Peu importe. Ce qui compte, c'est de se dire, dans le fond, ces classes moyennes cultivées, quand on les met en position d'être stratèges, ces femmes essentiellement, quand on les met en position d'être stratèges, elles se disent, dans le fond, comme le faisait Thérèse Claire à la maison des Baba Yaga, eh bien, dans le fond, l'établissement, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Peut-être que je peux avoir un domicile dans l'établissement, et tout n'est pas fait pour au niveau législatif. Mais il y a des marges de liberté. Les acteurs, les directeurs d'établissement, les personnels soignants, enfin tout le monde, les familles peuvent prendre des marges de liberté pour être autre chose que le système demande d'être. Et j'ai un groupe d'étudiants l'année dernière qui a fait une petite enquête sur les stratégies par rapport au Covid et qui a repéré une famille qui avait un escabeau pour pouvoir parler depuis la rue à son parent âgé qui habitait au premier étage. Et la dame âgée qui habitait là a eu une visite 2, 3, 4 fois par semaine avec un escabeau. Et du coup, de connivence d'ailleurs avec l'établissement, il laissait l'escabeau dans un coin pour que d'autres familles puissent faire un petit peu la même chose et être autre chose que le confinement, l'enfermement, l'interdiction de visite qui était édictée de façon générale alors que des adaptations pouvaient être envisagées en fonction de situations spécifiques à avoir. J'accélère beaucoup pour la dernière diapo. La question pour penser l'avenir, c'est quelle méthode on se donne. J'ai dit qu'aucun sociologue, personne d'ailleurs, n'ira poser la question est-ce que vous préférez être riche en bonne santé à domicile que pauvre malade et en institution. Et donc, il faut poser les questions autrement. Et nous savons bien, alors j'ai donné un petit modèle de question, nous savons bien que même si on pose la question comme il faut, la première réponse, ce sera toujours « Non, moi, il n'y a pas de problème, je veux rester chez moi le plus longtemps possible, je serai riche, je serai en bonne santé, on s'occupera de moi, je n'ai pas de problème. » Surtout les hommes, parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux derrière. Surtout les hommes handicapés et ménagers, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une technicienne de surface qui est derrière et avec qui ils se sont mariés. Et vous avez compris le deuxième degré. Hein. Bon. Donc, la première parole, elle est très intéressante, pas pour connaître la vie des personnes, mais pour connaître la pensée dominante, immédiate, superficielle, convenue. Mais dans la réponse, il y a une dénégation de la mort. Il y a une dénégation, pas tellement de la mort, de l'avant-mort. Et donc, comme disait Georges Gurvitch, eh bien, il faut aller rechercher un palier en profondeur. Du coup, ce n'est pas des entretiens de 3 minutes qu'on peut faire, comme nos interventions. Ce sont des entretiens qui durent 2 heures, pas comme nos interventions. Et, encore qu'on s'en approche. Et donc, il faut aller chercher une pensée beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle. Et on s'aperçoit dans les entretiens que les femmes ont des réponses complètement différentes sur les stratégies. Mais il faut aider dans les entretiens. Je l'ai fait beaucoup dans les pays du Sud. On me dit oh, mais vous savez, nous, on n'est pas comme vous, on ne va pas enfermer les gens dans les maisons de retraite. D'abord, le Coran a dit, alors à chaque fois je dis bah oui, parce que le Coran parle de maisons de retraite. Bah non, on a un devoir de s'occuper, etc. Oui, mais, dans une situation de dépendance, oui, mais, vous n'aurez plus, vous m'avez dit que vous avez votre fils à Tunis et votre fille à Paris. Comment elle va faire pour s'occuper de vous? Mais il y aura toujours des cousins, des cousines, il y aura toujours quelqu'un. Oui, mais si les cousins, les cousines, ils sont aussi partis à Pékin ou à New York pour travailler, comment ça va se passer? Et à la fin de l'entretien, le monsieur, je lui tends la main pour le remercier après 2 heures d'entretien, et c'est lui qui se lève, alors un peu à la maghrébine, très, très tactile, qui me serre la main, et il me dit « Merci, je ne savais pas que ça se passerait comme ça ». Et du coup, oui, nous sommes dans une science de la pensée, et parce qu'on pose des questions, elle modifie la pensée. Ce n'est pas la seule science où l'observateur modifie l'objet observé.
Alors nous, peut-être plus, mais ce que je veux dire, c'est que si on fait un entretien en profondeur, eh bien, on obtient des informations bien plus fines que les... Voilà. Là, j'avance beaucoup pour la toute dernière diapo. Oui, parce que là, vous venez de réduire le temps de parole du professeur Adam à 15 minutes, et je vous informe qu'il n'y aura pas de questions. Bon, donc, 4 leviers du changement social. Il n'y a pas de changement social si on n'intervient pas sur les 4 leviers. C'est faux, on peut intervenir sur un seul levier, celui qu'on a, mais ça sera moins efficace. Intervenir à la fois sur les politiques publiques. Et je vous ai montré que les politiques publiques sont très ambivalentes parce qu'elles tiennent parfois des propos ségrégatifs, parfois pas ségrégatifs. Sur les institutions, je renvoie à l'économie sociale et solidaire et je renvoie à ce qui se passe de façon structurelle à Orpea, à Corian et d'autres, ou Petit-Fils, qui est une filiale de Corian. Je renvoie au système organisationnel et aujourd'hui, moi je suis un petit peu en train de réfléchir, de voir que le numérique impose un rapport au travail où le lecteur est un peu transformé en agent et sur les pratiques sociales, ce qui nécessite de la formation. Et je prêche encore une fois pour intervenir sur l'intégralité du parcours de formation et dire, redire, re-redire qu'en France, nous n'avons pas de docteurs en gérontologie sociale, nous n'avons pas de docteurs sociaux spécialisés sur le vieillissement, alors que la complexité des problèmes, la complexité des diagnostics sociaux à poser quand on est dans une situation notamment de solitude, eh bien, est telle que ça nécessiterait bien de reconnaître tous les gens qui le font avec des masters, de les reconnaître avec un doctorat et de former des jeunes titulaires de doctorat, d'exercice ou de recherche, peu importe, aptes à intervenir dans notre monde gérontologique. Merci. Excusez-moi. Bien. Professeur Adam, je suis désolé, il vous reste donc 13 minutes. 13, ça me parle. Donc, vous préparez psychologiquement. Donc, je suis belge, 70-90, timide, je vous assure, c'est vrai. Et donc, vous allez voir que ça fait un peu un mélange d'étonnant et accessoirement psychologue en plus. Et donc, j'ai une façon de présenter qui n'est pas toujours très académique, qui est la blague débile, donc je m'en excuse d'emblée. C'est une façon de me sentir à l'aise comme devant un verre de bière avec un ami. Voilà, le préambule étant fait, l'objet de mon intervention est, du point de vue psychologique, d'envisager la question du futur. Et donc, pour parler du futur, je vais plutôt parler du passé et un peu du présent. Et c'est amener des arguments qui peut-être alimenteront le débat sur la question de comment anticiper les choses à l'avenir dans le cadre du vieillissement. Et donc, je voulais commencer par simplement rappeler qu'on est dans un contexte un peu d'enjeux sociétaux. On a tendance à conférer le vieillissement, la propriété du vieillissement aux personnes elles-mêmes, avec un peu le dictat et l'injonction du bien vieillir. Pratiquer une activité physique régulière, sinon tant pis pour votre pomme, vous allez devenir ce vieux fou qui me... Voilà, donc c'est une sorte d'injonction qui confère à la personne la propriété de son vieillissement, alors que les choses sont éminemment plus complexes. Et je vais essayer d'amener quelques éléments scientifiques qui montrent que les contextes sociétaux sont aussi des éléments peut-être un peu sous-estimés et pourtant ô combien importants et très prégnants, en particulier dans le secteur des EHPAD. Donc nous sommes dans une société agiste. L'agisme est un terme qui renvoie au fait que tout ce qui est associé de près ou de loin à une personne d'âge plus avancé est connoté, abordé de façon négative. Vous avez la fiche de Tati Daniel, elle ne vous connaît pas encore, elle vous déteste déjà. C'est vrai, quoi. Tous ces vieux à la caisse du Carrefour à 7h du soir, ils ont exprès de faire les courses, ils font exprès d'embêter les jeunes. Enfin voilà, je vois que des gens disent « Oh ouais, c'est vrai, effectivement ». Donc ça, c'est de l'agisme. La preuve est que quand on prend les statistiques de discrimination en Europe, la population la plus discriminée actuellement en Europe, ce sont les personnes plus âgées. En deuxième position, c'est les étrangers. En troisième position, les femmes. Quand on dit âgé, c'est avoir plus de 55 ans. Désolé, le but est d'en déprimer certains dans la salle. La population la plus discriminée sont les personnes de plus de 55 ans. D'accord ? Je partirai en courant après l'exposé. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai à peu près dans tous les pays industrialisés. Alors on a naturellement des représentations négatives. Du coup, nous sommes dans une société qui nous imprègne d'images négatives du vieillissement dès la plus tendre enfance. Les dessins animés de Disney, il y a peu de personnages âgés, mais c'est la vieille sorcière dans Blanche-Neige, Cruella dans Les 100 Dalmatiens, Picsou, vieux radin, Merlin gentil, mais il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet, il est un peu foufou, etc. D'accord ?
Vous avez ici un nuage de mots qui ont été générés par tous les professionnels du service d'oncologie du CHU de Liège dans le cadre d'une étude qu'on a faite. En fuchsia, les mots négatifs, vous remarquerez que plus négatif que ça, tumeur, rien à voir avec le cancer, tumeur en 2 mots, avec dépendance, maladie, etc. Donc c'est ce que nous avons dans nos tripes par rapport à la question des personnes âgées. La particularité, c'est que, désolé dans la rubrique je vous déprime, c'est que nous allons tous devenir des vieux. Et donc nous baignons et nous avons des représentations du vieillissement de ce que nous allons devenir. Et la conséquence de ça, elle est énorme pour le vieillissement des personnes. Ici, vous avez en jaune ceux qui ont une vision moins négative du vieillissement, en bleu ceux qui ont une vision plus négative du vieillissement, et c'est le déclin de la mémoire avec l'âge. Donc la vision que vous avez du vieillissement, si elle est négative, prédit comment votre mémoire décline quand vous devenez plus âgé. Si je faisais passer un examen, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous, puisque vous êtes soignants, avait une vision négative du vieillissement, parce que c'est plus dans les soignants que dans les autres catégories de population. Donc on reste en contact. D'accord ? Alors, ça a été montré aussi sur l'estime de soi et sur la dépression. Donc ça montre, ça c'est le versant santé mentale. Versant santé physique, vous avez 2 fois plus de risques cardiaques quand vous avez une vision négative du vieillissement. On reste vraiment en contact. Et votre espérance de vie est très nettement entachée. Quand vous avez une vision négative du vieillissement, vous avez 7 ans et demi de vie en moins par rapport à votre voisin qui aurait une vision plus positive du vieillissement. Donc on ne gagne pas 2 mois, 3 mois, c'est 7 ans et demi, ce qui n'est quand même pas anecdotique. Et on a publié une étude dans le cadre d'une des thèses que j'encadre, où on a interrogé des patients qui ont un cancer 1 semaine après avoir été diagnostiqués du cancer. On a mesuré la vision qu'ils ont du vieillissement et on a suivi leur évolution avec le cancer dans les 6 ans qui suivent. Ceux qui avaient une vision initiale négative du vieillissement avaient un risque de décès qui était très nettement plus élevé dans les 6 années qui suivent avec le cancer. Ce qui veut dire que c'est un indicateur. Donc on baigne dans une société qui génère une vision négative du vieillissement, qui nous imprègne, et ça nous fait mal vieillir. D'accord ? Alors pourquoi, et c'est là qu'on en vient un peu sur des enjeux de nature socio-économique, politique, pourquoi avoir une vision si négative du vieillissement dans nos sociétés actuelles ? Il y a naturellement l'aspect société capitaliste, et le vieux, c'est un poids économique. Les médias parlent du coût économique associé au vieillissement, etc. Et ça génère, dans une société productiviste industrielle, une image très négative et qui est très prégnante ces 20 dernières années. Petite parenthèse, la crise économique concomitante au Covid-19 et à la guerre en Ukraine nous fait penser que ce sera pire. Il y a une étude qu'on a publiée en 2020 et qui montre que quand on compare entre pays la vision du vieillissement, plus un pays est en situation économique difficile, plus la vision du vieillissement dans la société est négative. Le vieux est un poids. Pourtant, les vieux sont utiles à la société, mais ça, on n'en parle pas dans les médias. 2,3 milliards d'euros par année, c'est le bénéfice en Belgique, petit pays, lié à l'activité bénévole des 55 ans et plus. C'est 11 milliards de dollars au Québec, le bénéfice lié à l'activité bénévole des 65 ans et plus. Mais ça, on n'en parle pas, et c'est d'ailleurs peu développé ou pas suffisamment encouragé, alors que ça développe chez les personnes qui font ce type d'activité ce qu'on appelle le sentiment d'utilité. Et une personne âgée qui se sent utile, elle vit plus longtemps. Il y a aussi la démographie qu'on a parlé. On a une vague de vieux qui arrive, et comme on a une vague d'émigrés qui viennent de la Méditerranée, on repousse la vague en disant comment va-t-on faire pour gérer ? Il y a une vague de vieux qui arrive, et ça aussi amène à cette vision négative. Et puis il y a un troisième point qui est peut-être moins connu, c'est la médicalisation du vieillissement qui s'est beaucoup opérée dans les années 70. Et en Belgique d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a descendu les lits d'hôpitaux dans les EHPAD et qu'on a eu maison de repos et de soins et qu'on a importé dans l'EHPAD le modèle hôpital. D'accord ? Ça, c'est la médicalisation du vieillissement qui a eu un bond, mais comme toute chose, à excès, on atteint des résultats négatifs et j'y reviendrai. On voit d'ailleurs que comme on a une image négative du vieillissement, on a 2 comportements. Soit on ignore les personnes et on les met dans des voies de garage. Par exemple, 10,7%, c'est quand on place un lecteur MP3 sur un professionnel en EHPAD. Dans une journée de travail, 10,7% du temps, c'est parler à une personne âgée. Ça veut dire qu'il y a 89,3% du temps dédié à autre chose. Il y a plus de conversations entre collègues qu'il n'y en a entre un résident et un professionnel. Donc ça, c'est le versant un peu hostile de l'agisme, on ignore. Et puis il y a le versant qui est plus fréquent aussi, c'est le versant Mère Teresa. Donc c'est l'agisme bienveillant, viens là que je vais t'aider, avec des comportements paternalistes. Et donc on va être beaucoup dans cette attitude-là, avec beaucoup de développement d'aide. On voit la silver economy qui se développe, et c'est beaucoup de technologies d'assistance, d'aide, de domotique, etc. Et ça, c'est possiblement une catastrophe. Qui a des enfants dans la salle ? Ok, ceux qui n'ont pas levé la main pour des raisons de démographie. Donc dans 9 mois, on verra si le message a passé. Mais
Donc, sachez qu'une étude épidémiologique sur 55 000 personnes sur 14 pays de la communauté européenne, et les gens ont été suivis pendant 10 ans, dit que le nombre d'enfants que vous avez, et surtout le sexe des enfants que vous avez, selon que c'est plutôt une fille, un garçon, 2 filles, 2 garçons, 3 filles, 3 garçons, prédit comment votre mémoire décline quand vous devenez plus vieux. Là, je vois qu'on est tout de suite un petit peu panique à bord, d'accord ? Donc, est-il mieux d'avoir des filles ou des garçons pour sa mémoire plus tard ? Qui pense qu'il vaut mieux avoir des filles ? Il y en a plein qui en ont là. Qui pense qu'il vaut mieux avoir des garçons? Et il y en a plein qui s'abstiennent en se disant « je sais pas, mais ça me tracasse ». Et en fait, si vous avez des filles, c'est mal barré pour votre mémoire plus tard. Ah, il y en a qui ont bien fait de venir et d'autres qui se disent la question étant, mais pourquoi? Parce que les filles viennent chercher le linge sale des parents, les garçons viennent apporter leur slip sale. C'est une façon caricaturale. C'est une façon caricaturale d'illustrer ce résultat, c'est que plus j'ai de filles, plus je reçois d'aide de mes enfants. Dans des sociétés sexistes comme la France, poupée Barbie infirmière, G.I. Joe combattant, on éduque les filles à développer le syndrome Teresa, c'est pour ça qu'on a plus d'infirmières que d'infirmiers, d'accord ? Profession égale, salaire plus élevé chez les hommes, poste à responsabilité plutôt les hommes. Les femmes sont moins valorisées en emploi. En fin de vie, enfin en fin de carrière plutôt, elles prennent des temps partiels, beaucoup de temps pour s'occuper de son parent plus âgé. Bardaf, c'est l'embardé, d'accord, pour parler belge. Si vous vivez au même moment au Danemark, éducation égalitaire, il n'y a plus de rayons filles et garçons dans les magasins de jouets, poste à ses responsabilités 50-50, etc. Que vous ayez des filles ou des garçons, ça ne change rien. Ça veut dire que des contextes culturels et sociétaux imprègnent nos attitudes, pas que celles des personnes âgées, mais celles qui les côtoient, et que ça amène à des attitudes qui développent des problèmes chez ces personnes. Ça a été démontré de point de vue expérimental. On apprend à des personnes à résoudre des casse-têtes type puzzle pendant 4 fois 20 minutes. Soit elles s'entraînent seules 4 fois 20 minutes dans une pièce, soit un membre du personnel est présent dans la pièce, mais n'a pour seule et unique instruction que d'encourager verbalement la personne âgée, soit le membre du personnel est dans la pièce présent, autorisé à aider la personne âgée, soit parce que la personne âgée sollicite son aide, soit parce que le membre du personnel trouve qu'elle rame un peu et qu'un petit coup de pouce serait opportun. Résultat, ceux qui s'entraînent seuls s'améliorent à peine. Oula, le graphique a explosé, c'est pas grave. Ceux qu'on a encouragés vont faire plus de pièces de puzzle et vont aller plus vite, donc ils s'améliorent. Ceux qu'on a aidés se détériorent, et pas un petit peu, c'est énormément beaucoup. Quand on interroge les personnes après, comment vous sentez-vous confiant en vous pour faire ce type de puzzle? Ceux qu'on a aidés se sentent moins confiants. Comment trouvez-vous la tâche? Facile, difficile? Ceux qu'on a aidés trouvent la tâche beaucoup plus difficile. Plus on aide une personne âgée à l'excès, plus on développe sa dépendance. Et c'est un des enjeux de l'accompagnement du vieillissement, et tout particulièrement criant dans les EHPAD. À force d'amener la domotique et l'aide, qu'est-ce que ça génère? Ça génère, c'est un peu le film Pixar où tout est porté, les gens, il n'y a plus besoin de marcher, tout par commande vocale vous êtes donné, etc. Et qu'est-ce que ça génère? Quand les machines tombent en panne, les gens ne savent plus marcher et ont perdu une série de compétences, ne peuvent plus se cuire un œuf et que sais-je encore. Avant, il y avait des différences hommes-femmes sur le plan cérébral. Je sais bien que c'est des sujets touchy, délicats, mais c'est la réalité. Les dames, pour se retrouver, s'orienter, c'est la cata, quoi. Donc, alors, c'était vrai parce que c'était les hommes qui conduisaient les voitures et qu'il n'y avait pas de GPS, il fallait se débrouiller pour se trouver son chemin. Donc, on développe une compétence qui se retrouve cristallisée au niveau cérébral, ce qui était moins le cas des dames. Maintenant, tout le monde utilise un GPS, il n'y a plus de différence sur le plan cérébral entre hommes et femmes. Ça montre que la technologie, qui peut être très bonne, génère des conséquences en termes de compétences et de dépendance. Et tout l'enjeu, et ça, c'est amener l'aide à la hauteur objective de ce qui est utile, ni plus ni moins. Dans un EHPAD, on dit on fait les tartines pour tout le monde parce qu'ils ne savent plus les faire, ils n'ont pas vérifié. Ils croient qu'ils ne savent plus les faire. Quand on vérifie, 16 sur 20 savent encore se faire une tartine. D'accord ? C'est caricatural, mais c'est réel cet exemple et ça montre un peu les enjeux associés. Naturellement, après, il y a l'excès, comme on pense que les vieux sont dépendants, dépressifs, malades, etc., on se met au diapason en comportement et on va développer des lieux, entre autres, qui transpirent la dépendance. Et les EHPAD sont extrêmement caractéristiques de ça, en tout cas beaucoup. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on devient là où on vit. On devient ce qu'on mange, mange ton boudin, on devient là où on vit. D'accord ? Je vais vous montrer ça avec 2-3 études. Donc, en fait, le gros problème des années 70 où on a médicalisé les structures, c'est qu'on a importé le modèle hôpital qui fait qu'un EHPAD, ça ressemble avant tout à un hôpital où accessoirement les personnes âgées vivent et à une mise en avant de la dépendance. Le port de l'uniforme des professionnels, etc. Ici, c'est une étude d'une de mes doctorantes. On place des capteurs sur le corps de personnes âgées.
elles vont passer un test de marche, marcher 5 mètres aller-retour, lever un pied, s'asseoir, se lever d'une chaise, surmonter un obstacle. Tout est mesuré au millimètre près. La seule chose qui change, c'est qu'est-ce qui se passe dans la salle d'attente. Pour la moitié d'entre vous, dans la salle d'attente, il y avait des campagnes de sensibilisation à la question de la chute et de la perte d'équilibre avec l'âge. Elle a une affiche du type sans Chimay bleu, sans Duvel, bière belge spéciale, vous pouvez à 60 ans avoir des problèmes d'équilibre, ou l'escalier Stana, etc. Dans l'autre cas, à part la chute de Sarkozy, il n'y a rien qui est évoqué associé au vieillissement. D'accord ? Ça vous parle, hein ? Oui, donc, résultat, les gens marchent moins bien après être passés dans la salle d'attente médicalisée et ils se sentent plus vieux. Et quand on se sent plus vieux, eh bien, on vit moins longtemps et on a plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer dans les mois et les années qui suivent. Et là, j'ai le sentiment que vous vous sentez très jeune d'un coup là. Et donc, ça montre de nouveau que le milieu m'imprègne et je deviens là où je vis. Ça a été fait aussi dans des études du type, quand on teste la mémoire d'une personne dans un milieu médicalisé avec un professionnel en blouse blanche, sa performance est moindre que s'il est testé dans un lieu neutre avec quelqu'un en civil. La perception des personnes va changer également. C'est une étude qu'on est en train de publier. Là, vous voyez une dame qui est en train d'éplucher des pommes de terre pour faire des frites. Et vous voyez à côté une de mes collaboratrices qui est soit en civil, soit en uniforme. Vous voyez toute la même dame, sauf que la moitié voit le civil, l'autre moitié voit l'uniforme. Après, on demande quel est le pourcentage de dépendance que vous jugez de cette dame sur base de ce que vous observez de votre expérience clinique et quel est le pourcentage d'aide que vous estimez qu'elle aurait besoin. Eh bien, quand vous voyez la dame avec le professionnel en blouse blanche, vous la voyez 2 fois plus dépendante. Alors que c'est la même réalité, c'est la même dame qui fait les mêmes gestes. Et vous allez estimer qu'il faut 10% d'aide en plus. Quand vous mettez une blouse blanche, les personnes âgées appellent plus souvent à l'aide. Donc elle appelle plus souvent à l'aide, vous allez l'aider plus, ce qui fait qu'elle va être plus dépendante, elle va encore plus appeler à l'aide, etc., etc. Et donc, ça c'est un bon truc. Donc on devient là où on vit, ça veut dire que quand on prend ça et ces 2-3 exemples, et je vous assure qu'il y en a une qui réelle, et le port de l'uniforme en EHPAD est une catastrophe, je vous assure, je pourrais égrener un ensemble d'arguments scientifiques qui sont peu connus, alors que les études montrent maintenant qu'une maison de repos doit être un lieu de vie comme à la maison, et ça veut dire en termes de décoration d'intérieur et autres, et d'organisation de la vie, où le soin est là. Ce n'est pas de nier le besoin du soin, mais c'est de le rendre moins visible, Et je termine sur la dominance du soin et le dictat du soin. C'est très simple, un directeur va dans 2 étages d'une structure pour faire un discours. Il va dire dans un étage, on a essayé de décorer vos chambres pour qu'elles soient les plus confortables. Enfin non, dites-nous comment vous souhaitez que vos chambres soient aménagées, nous vous aiderons pour. Il y a 2 soirées cinéma, jeudi, vendredi, c'est le même film qui est projeté. Nous viendrons demander si vous voulez voir le film et si oui, est-ce que vous préférez le voir le jeudi ou le vendredi. Dans l'autre étage, il dira, nous avons décoré les chambres pour qu'elles soient les plus confortables pour nous, dites-nous merci. Nous viendrons vous dire quel jour a été attribué pour que vous puissiez aller voir le film. Dans un cas, on laisse le choix, l'autodétermination, la capacité de décider aux personnes. Dans l'autre cas, on décide pour eux. Résultat, il y a moins de gens qui vont voir le film de cinéma quand on ne leur a pas laissé le choix. Ils s'éteignent, il y a un taux d'activité qui baisse et il y a surtout 2 fois plus de décès dans l'étage où, 1 an et demi plus tard, 2 fois plus de décès dans l'étage où on n'a pas laissé le droit de citer aux personnes. Conclusion, où va-t-on, que fait-on et dans quelle galère ? Allons en Belgique en tout cas, c'est beau. Avenir difficile à prévoir, c'est certain. Néanmoins, il y a des enjeux. Il y a la dimension politique avec la question de la crise économique et peut-être un peu plus mettre en avant aussi les éléments positifs du vieillissement, à savoir ce qu'apportent les vieux à la société plutôt que ce qu'ils coûtent. Et ça changerait le principe du regard qui consisterait à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a tous les enjeux de la démédicalisation que j'ai évoqués. Ce n'est pas de dire qu'ils ne doivent pas être soignés, mais de le masquer. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. L'intergénérationnel sont des pistes intéressantes, sauf qu'on fait souvent l'intergénérationnel à 2 balles. On n'aura pas le temps de les discuter, peut-être dans un débat ou dans les couloirs. Et il y a un enjeu majeur de la formation. Sachez que plus de 50% des médecins, les médecins et paramédicaux vont être confrontés dans leur carrière professionnelle à au moins 50% des patients sont des personnes âgées. Si vous êtes dans le cancer, c'est 70% des personnes. En EHPAD, c'est 100%. Pourtant, dans les contenus de formation de base, dans les cursus, c'est à peine 4% de cours concernent la population des vieux. Si vous êtes directeur d'EHPAD, 1/3 gestion, 1/3 ressources humaines, 1/3 c'est les normes et la législation. Le vieux, il n'existe pas.
comment porter un projet institutionnel. Tout le monde dira on veut tendre vers la qualité de vie. Aucune des personnes, et je pense aucune des personnes dans cette salle, n'a eu 1 heure de cours dans sa vie sur qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne âgée, quels sont les facteurs qui la déterminent, et qui plus est si elle souffre d'une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer. Deuxième écueil de formation, on apprend dans nos formations des savoirs et des techniques. Or, dans une journée de travail, 95% c'est des contenus, c'est savoir et technique. Une journée type de travail, c'est peut-être 20%, 25% d'application de savoir et technique. 75% de votre temps, c'est parler à un collègue, parler à une famille, parler à un patient. Et la manière dont on parle va avoir des inductions sur la manière de la santé des personnes. 75% des erreurs médicales dans un hôpital, ce ne sont pas des problèmes d'application de savoir et de technique, c'est des problèmes de communication entre collègues. Il n'y a pas de cours et pas d'intégration des questions de la communication dans les formations de base. C'est un autre écueil majeur qu'il doit être contourné. Voilà, merci de votre patience. Merci professeur, merci professeur.